Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast WNBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme tous les mercredis après-midi pour parler un petit peu de l'actu basket du côté outre-Atlantique avec la Ligue féminine. Je suis de retour, je suis ravi de pouvoir vous retrouver pour parler un petit peu de cette WNBA après une petite semaine de break. Il me fallait au moins ça pour évacuer un petit peu toute cette saison NBA là qui était bien longue. Mais grand plaisir de vous retrouver et surtout de retrouver Elliot et Tom avec qui on va pouvoir discuter de tout ça. Bonjour messieurs. Hello Chris, bon retour parmi nous et hello Tom, Merci. hello tout le monde. Salut les gars, je sens qu'on va me faire ma fête aujourd'hui, du coup je vais commencer. Je vais déjà commencer à me faire petit, je vous dis juste bonjour mais de loin. C'est ça. Notre petit épisode donc hebdomadaire, après avoir parfaitement tenu la maison, messieurs, la semaine dernière, je vous ai écouté en direct de mon petit transat. Je vous avoue que vous étiez plutôt bon, c'était très intéressant. En tout cas, donc, Merci. on espère qu'on va vous proposer un épisode aussi qualitatif que la semaine précédente. Allez, on va y aller avec les joueuses de la semaine. Si vous voulez bien, Elliot, on va te lancer dessus avec deux joueuses comme d'hab, une joueuse à l'ouest et une joueuse à l'est. Et on a l'impression que c'est toujours un petit peu les mêmes qui reviennent. Hein. Ouais, c'est exactement ça. On a le même binôme que la semaine du 27 mai avec Sabrina Ionescu du New York Liberty du côté de la conférence Est, avec 25 points, un peu moins de 5 rebonds et un peu plus de 3 assists par match. Et de l'autre côté, c'est A'ja Wilson avec presque 27 points, 13 rebonds et 3 interceptions. Et donc, c'est déjà la deuxième récompense de la semaine pour Sabrina cette saison. Et c'est la troisième pour une joueuse du Liberty. Un avis, Tom? Ouais, bah écoute, sur ce mois de juin, j'ai envie de te dire que le Liberty cumule les trophées, est en tête de la conférence, donc pas très étonnant. Je sais que toi, on en a parlé un petit peu en off, tu aurais préféré que Stewart le Absolument. prenne. Bon, moi, tu connais ma non-objectivité sur Sabrina, donc j'entends tout à fait les arguments, mais globalement, en fait, c'est tout simplement le Liberty qui joue bien et puis de l'autre côté, Jay Wilson, on en parlait aussi, c'est peut-être la joueuse la plus régulière de ce début de saison. Mmh. Qu'on retrouvera sûrement sur le podium MVP à la fin de la saison. Donc, Voilà. écoute, rien d'étonnant, hein, rien d'étonnant. Ok. Ouais, podium MVP et certainement pas troisième hein, quand même. Ouais, Hein. on est d'accord. C'est ça. Donc les joueuses de la semaine qui ont été proposées par la NBA, par la WNBA, pardon. Deuxième récompense pour Reggie Wilson, 18e de sa carrière. Donc elle commence quand même à les enchaîner, hein, à les accumuler. L'armoire à Et ouais. trophées commence à être un petit peu remplie, en tout cas pour les récompenses individuelles. Donc voilà, donc bon, toujours les têtes d'affiche évidemment dans cette ligue-là, mais faut pas non plus banaliser hein, de tels stats, de tels chiffres, c'est toujours C'est clair. impressionnant et il faut mettre tout ça en avant. On va enchaîner les gars avec notre petit point sur le classement hebdomadaire. On balaye rapidement un petit peu tout ce qui ressort. Tom, qu'est-ce que tu vois dans ce classement là après quoi? Après maintenant 17-18 matchs? Et ben, comme on l'a dit, précédemment avec les joueuses de la semaine, finalement, le Liberty est en tête, de la ligue, mais globalement, on voit 3 équipes, Seattle n'est pas loin, mais on voit vraiment 3 équipes qui se dégagent sur le haut de tableau, que sont New York, Connecticut et Minnesota. Il y a un réel écart, ne serait-ce qu'au niveau des bilans, mais aussi en termes de niveau. Vraiment, tu sens que c'est des équipes qui sont en place, qui déroulent leur jeu. Et de l'autre côté, enfin sur le bas de tableau, j'ai envie de te dire qu'il y a aussi un écart qui se creuse, de manière assez impressionnante entre la 9e et les 3 dernières équipes. Donc on aura sûrement le droit à une bataille entre Chicago et Indiana, pour la dernière place qualificative en play-off. Mais voilà, les écarts commencent petit à petit à se créer. Ouais, c'est ça. On a l'impression il y a un peu 3 blocs qui seraient dans le classement avec les 3 premières et les 3 dernières et au milieu, un espèce de ventre mou qui va essayer de jouer les playoffs et l'avantage du terrain, pour, Seattle, même si, donc Las Vegas 5e qui reste sur, 2 victoires consécutives, va essayer de tranquillement remonter au classement avant la pause, olympique cet été. Mmh. Mmh. Ouais, Ouais, on- Vegas monte en régime petit à petit et on en avait discuté, mercredi dernier, lors, je crois du Space, si je dis pas de bêtises, mais Vegas, après les JO, va avoir un calendrier très compliqué. Donc, c'est bien pour elle qu'elle puisse accumuler et reprendre un Mmh. peu de confiance là. Ok, ouais, on voit juste pour aller dans le sens de ce que tu dis là dans cette bataille pour le dernier spot.
entre à l'heure actuelle la 8e place, hein, Chicago. Donc c'est quoi 6 victoires, 9 défaites. Le Fever est à un demi-match. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais. C'est ça. Et après, il y a un break, du coup, avec les Sparks qui ont 2 matchs et demi de retard. Les Mystics, pareil, et Dallas qui est tout au bout du classement. Donc voilà, il y a ce petit break là, Fever, et après les 3 derniers. Bon, on sait qu'il reste encore pas mal de matchs et des dynamiques peuvent s'enclencher, mais bon, c'est vrai que après c'est normal, hein, plus on avance dans la saison régulière et plus les fortes équipes vont être évidemment bien placées, celles avec un petit peu moins de possibilités ou alors qui sont sujettes à blessures, et Mmh. elles vont avoir aussi leur classement qui dégringole. Donc on va pouvoir suivre ça évidemment dans les jours et les semaines à venir, messieurs. On va faire notre petit focus de la semaine et évidemment on va parler de l'actualité très chaude parce qu'elle a eu lieu donc la nuit dernière, dans la nuit de mardi à mercredi. On vous en a régulièrement parlé dans les différents N1 là autour de cette Commissioner Cup qui s'est déroulé depuis déjà quelques semaines. Et donc, dans la nuit de mardi à mercredi, c'était la finale, Elliot, de cette Commissioner Cup qui avait lieu donc à l'UBS Arena, c'est ça, C'est du ça. côté de New York. Match qui a opposé le Lynx de Minnesota au Liberty de New York. On te laisse un petit peu nous en parler pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi le résultat ou en tout cas qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de pouvoir voir le match dans son intégralité. Absolument. Et donc, tu l'as dit, match à l'UBS Arena à Elmont. Donc, c'est à 55 minutes du Barclays Center, puisque le Barclays Center a été réquisitionné par la NBA pour la draft qui a lieu donc cette nuit, dans les nuits de mercredi à jeudi et la nuit d'après aussi. Ouais. Et donc, New York qui est obligé de se déplacer, entre guillemets, de une petite heure à l'est pour jouer son match avec donc 7000, un peu plus de 7000 personnes présentes dans cette salle. Et puis, donc c'est un choc entre la première équipe de la ligue et la troisième équipe, qui sont, donc comme on l'a dit tout à l'heure, dans le trio de tête qui s'est vraiment détaché. Et la Commissioners Cup, on le rappelle, c'est 500 000 € à la clé pour l'équipe qui remporte le match final. Et ça s'est joué avec donc 5 matchs de classement et ensuite les 2 meilleures équipes de chaque conférence, enfin la meilleure équipe de chaque conférence qui s'affrontent. Et donc, Tom, je vais te laisser présenter la défaite du Liberty. D'accord, bon, j'ai compris tout de suite l'idée de ce podcast, c'est de me mettre la tête sous l'eau. Non, écoute, moi, globalement, j'ai pu suivre le match en direct. On en a pas mal discuté avec les différents intervenants qui étaient réveillés encore lors de cette nuit tardive, match qui a eu lieu à 2h du matin. Écoute, c'était un super match de basket, très honnêtement. On a eu une première mi-temps qui était plus dans le sens du Liberty, avec un tempo assez élevé, une adresse insolente des joueuses du Liberty. Sabrina qui tourne à la mi-temps à 18 points, à 8 sur 12 au shoot, 2 sur 6 à 3 points. Mais même globalement, l'effectif jouait vraiment très très bien. Et finalement, le Minnesota a su se réajuster très rapidement au retour de la mi-temps, en contrôlant le tempo, en rendant les possessions du Liberty beaucoup plus longues, en les forçant à faire énormément de pertes de balles, qui a été un élément assez Mmh. impressionnant. Et puis en contrôlant très très bien Jonquel Jones, qui était vraiment peut-être le facteur clé de cette rencontre. Si je dis pas de bêtises, New York ne met que 10 points dans le troisième quart-temps. Et puis globalement, un écart se creuse petit à petit. Elles ont essayé de faire un petit run en fin de match, mais Minnesota a su entre guillemets mettre les gros tirs quand il le fallait. Et puis écoutez, je vais vous laisser parler du titre de MVP, mais qu'est-ce que je suis fan de Nafisa Collier, n'est-ce pas, mon Chris? Ouais, alors juste comme ça, histoire quand même de tacler un petit peu quand il faut. Donc toi, hier, Elliot, tu as sorti un petit article preview, des Yes. pronostics qui avaient été sortis, et moi, je vous ai donné mon pronostic un petit peu tard, mais j'avais annoncé Minnesota plus 6 avec Collier MVP. Bon, Franchement, pas mal. on Ça est pas mal. ça te tenait Alors, à cœur, hein. non, Ça mais te tenait à cœur. on voit la différence entre ceux qui sont aveuglés par l'amour qu'ils peuvent porter pour une équipe et ceux qui regardent le basket. Tu Voilà, vois, son ceux objectif. qui analysent le jeu. Et non, mais voilà. Donc, Oh ça, la ça, c'est vache! pour Tom, évidemment, qui nous avait dit le Liberty. Combien t'avais dit Jonquel Jones, un gros match aussi, je crois. T'as eu tout bon, en tout cas, c'était assez. C'est ça. Ouais, J'avais dit victoire plus 8 avec Jonquel à 25 points. Voilà, tout Écoute, pile. de l'expertise, hein, comme on le dit, de c'est ça. l'expertise. Donc, non, vraiment, vraiment impressionnant. Mais voilà, la belle victoire pour Minnesota. C'est vrai que moi,
ce que j'ai vraiment noté, tu en as parlé, c'est les balles perdues. Il y en a une vingtaine, je crois, 20 pour New York. Bon, c'est compliqué quand même de pouvoir gagner un match, tout simplement, quand tu as autant de pertes de balles sur un match sec. Moi, j'avais vu la conférence de presse en particulier de Minnesota, où tu sentais qu'elles avaient vraiment envie de le gagner, ce titre-là. C'est le premier titre pour elles. C'était la première fois qu'elles allaient en finale de la Commissioner Cup. Et voilà, elles y vont. Il y avait ce réel intérêt aussi pour l'argent. Hein, il faut quand même dire les choses. Il y a l'intérêt sportif, attention, hein, qui prime. Mais les $500,000 qui sont partagés pour l'équipe, quand on sait que les salaires de WNBA ne sont pas nécessairement très très élevés, même pour des très grandes joueuses, c'est quand même un impact qu'il faut prendre en compte. Toi, je sais qu'Eliott, tu as pu suivre le match également de façon plus sérieuse, non, mais en tout cas de façon Posé. À tête reposée, on va voilà, dire. c'est ça. Moi, j'avoue que j'ai regardé ça un petit peu plus rapidement ce matin. Donc, je vais vous laisser en parler. Mais moi, c'est vrai qu'en regardant un petit peu les stats, les chiffres, les pertes de balles, quand j'ai vu le résumé, j'ai vu les pertes de balles. Je dis, bon, voilà, un des premiers aspects qui explique la défaite de New York, c'est les pertes de balles. Voilà. Donc, après, je te laisse, Eliott, enchaîner si tu veux. Ouais, elles ont perdu 20 ballons, mais surtout, elles ont encaissé 27 points sur perte de balles. Minnesota qui sait bien exploiter les errements offensifs de New York. Et puis, ouais, tu parlais de Jonquel Jones. Elle met ses premiers points du match à 1 minute 21 de la fin du match sur lancer franc. Elle a mis aucun panier dans le jeu. Elle est à 0 sur 3 au tir. Bon, c'est pas beaucoup de tirs pris et c'est aussi ça le problème. Ouais. C'est que même si ta pivot ne rentre pas de points, il faut essayer de l'abreuver de ballons pour qu'elle débloque quelque chose, qu'elle trouve un peu de confiance. Mais là, New York, on l'avait dit la dernière fois, si New York n'oublie pas Jonquel Jones, c'est victoire assurée. Là, elles l'ont oublié et franchement, ça a fait la différence. Et puis, faut souligner en face l'adresse de Celia Zandalassini. Je vais pas écorcher le nom, en sortie de banc avec 15 points à 5 sur 6 au tir en 11 minutes de jeu, sachant qu'elle tourne à 4,1 points sur la saison. Donc, énorme facteur X. C'est ça. Et Tom t'en parlait, Sabrina Ionescu, énorme première mi-temps, mais deuxième mi-temps catastrophique. C'est-à-dire que elle est à 2 sur 4 à 3 points au milieu du deuxième quart et elle finit le match à 2 sur 11. Autant vous dire que voilà. Et puis aussi, moi, je voulais juste rajouter un point. J'ai pas trop compris le choix de Sandy Brondello de mettre Courtney Vandersloot sur la fin de match. Elle qui revient d'une pause à cause du décès de sa mère, il me semble, et qui finit le match alors que Thornton, elle était à 5 sur 9 à 3 points. Voilà. Personnellement, pas compris. Ouais, écoute, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le changement qui a été radical sur le match, ça a été le contrôle du tempo et en fait la défense de Minnesota qui a complètement étouffé l'attaque du Liberty, qui les a forcés à faire des pertes de balles. Et je te rejoins, hein, Brondello, les choix de Brondello sont mauvais. C'est-à-dire qu'aligner Sabrina et Sloot sur le terrain en même temps, ça ne fonctionnait pas en début de saison, ça n'a pas fonctionné hier. Pareil, tu vois, c'est pas, enfin, Sloot revient d'une pause ou d'un décès très compliqué, une période vraiment compliquée. Là, tu l'as fait terminer le match alors que tu sens qu'elle est pas forcément dedans. Donc, des choix pas justes finalement de la part du coaching staff du Liberty. Et puis à côté de ça, tu as un énorme run de Brianna Stewart en début de quatrième quart-temps qui prend les choses en main. Mais tu sens que finalement, je ne sais pas si c'est de la fatigue ou quoi au caisse, mais en fin de quatrième quart-temps, elle force un peu ses shoots. Elle va s'encastrer dans 3 joueuses. Donc non, honnêtement, c'est une victoire vraiment méritée de la part de Minnesota qui a réussi à vraiment bien se réajuster à la mi-temps. Et puis c'est bien de les voir prendre un titre. Franchement, ça récompense un début de saison qui est juste splendide de la part du Lynx, quoi. Et c'est le 4e vainqueur différent de la Commissioner's Cup, alors que Brianna Stewart, c'est sa 3e finale. Ouais, et la Commissioner Cup, c'est depuis 2021, non? C'est ça? Exactement, 4e saison, 4e victoire différente. Voilà. Bon, donc en tout cas, bravo à cette équipe du Lynx qui remporte ce trophée-là. Et voilà, donc peut-être que le Liberty aura une autre chance un peu plus tard dans la saison pour un trophée un petit peu plus prestigieux. On verra ça. Oui. La saison est longue et les playoffs aussi, mais pour l'instant, voilà. Le premier titre a été décerné et il est pour cette équipe du Minnesota.
on voulait faire un point également, les gars, autour des premiers retours sur le All-Star Game. On en avait un petit peu parlé aussi dans de précédents épisodes, les gars. Il y a les votes, un petit peu comme pour la NBA, qui sont sortis régulièrement par la Ligue pour faire un point autour des votes. Donc, on rappelle le même principe que pour la NBA, 50% des votes, en tout cas comptabilisé, c'est le vote des fans sur les réseaux sociaux et sur l'application de la Ligue. 25% les médias, 25% les joueuses, je crois que c'est ça. C'est ça. Et donc pour l'instant, les premiers retours, je sais pas qui veut se lancer, les gars, sur ce qu'on a pu voir et un petit peu ce que vous en pensez. Bah, vas-y, Tom, parle-nous des rookies. Allez, j'y vais. Moi, c'est un petit coup de gueule qu'on partage avec la commu WNBA. Et globalement, finalement, ça se répercute aussi pas mal chez les messieurs, mais là, c'est assez flagrant chez les femmes cette année, notamment avec le développement de la médiatisation de cette ligue. Quand dans le top 10, tu as Caitlin Clark qui est deuxième au vote avec plus de 216 000 votes et Angel Reese qui est septième à 118 000 votes. Alors, ce sont des joueuses très fortes, à haut potentiel, mais ça ne fera qu'entretenir ce niveau d'irrespect par rapport aux joueuses qui sont déjà intégrées dans cette ligue et qui sont déjà des superstars. Il va falloir à un moment donné peut-être repenser ou rééquilibrer le système de vote qui semble plus du tout ajusté en fait à cette ligue, où on donne beaucoup trop d'importance au vote du public. Alors c'est cool, franchement, c'est le principe de All-Star Game, c'est le public vote pour les joueuses qu'ils ont envie de voir finalement, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une parodie de basket. Et tu vois, quand en dehors du top 10, tu as des joueuses comme Onyeka Ogwumike qui fait un début de saison énorme, comme Diwana Bonner pour ne citer qu'elle, comme Jonquel Jones, enfin des joueuses qui ont déjà des titres de MVP. Alyssa Thomas, on n'en parle même pas. Alyssa Thomas qui est l'une des meilleures joueuses de la ligue, qui pointe à la 17e place ou 18e place de ce classement. C'est agaçant, c'est dommage, mais écoute, c'est aussi le principe d'un All-Star Game. Il faut laisser la place à tout le monde. T'en penses quoi, toi, Elliot? Bah moi, surtout, par exemple, je prends Jackie Young, 23e, avec 60 000 votes, tandis que Kate Martin, la rookie des Aces, est 12e. Alors que Jackie Young, elle fait partie du top 8, peut-être top 7 joueuses de la ligue actuellement. C'est une des joueuses les plus importantes des Aces. Et Kate Martin, une rookie, se retrouve plus de 10 places devant elle. Et par exemple, même une autre joueuse comme Kayla McBride, qui est 30e, alors que devant, il y a des joueuses qui méritent, qui sont beaucoup moins importantes dans leur effectif. On peut noter quand même 6 joueuses d'Indiana dans le top 30, ce qui est quand même assez énorme. Et petit point, la première joueuse de l'an dernier à la fin de la première vague, donc au même moment, c'était A'ja Wilson avec 35 968 votes. Elle serait 30e cette année sur les votes. Donc pour voir la différence d'engouement entre l'année dernière et cette année, et notamment avec bien sûr Indiana, Caitlin Clark, Angel Reese, etc. Moi, j'aurais quand même une petite nuance à apporter. J'entends ce que vous dites. Alors déjà, moi, je suis pas choqué parce qu'on fait qu'en parler. Même nous, cette année, on s'est lancé dans la WNBA. Donc, il y a ce côté surmédiatisation, de nouveaux médias qui arrivent, un nouveau public. Donc, bon, que Caitlin Clark, dont on entend parler à tort à travers tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, soit dans le top 3, moi, ça me choque pas parce que c'est même l'inverse qui m'aurait choqué. C'est en fait de dire, mais attendez, on parle que d'elle depuis 3 mois maintenant et elle est 15e. Donc, moi, ça me choque pas. Après, on peut parler des noms, tout ça. Moi, le truc que j'aurais à nuancer un petit peu, alors pour la NBA, tous les ans, on râle aussi, mais il y a ce principe de pondération. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est le retour des votes des fans. C'est le retour de Ouais, vote des gens qui observent avec plus ou moins d'intérêt pour la ligue en général, ou qui plus ou moins vont d'objectivité. exactement. Mais voilà, ce principe de pondération, c'est qu'ensuite, il va y avoir 25% médias. Donc, est-ce que les médias seront objectifs? Ça, c'est un autre fait. Et il y aura 25% des joueuses. On peut considérer que les joueuses, elles, quand même, elles seront un minimum objectives, vu que c'est quand même leur ligue et c'est elles qui sont sur le parquet. Donc, moi, je pense que les votes, ils sont ce qu'ils sont de la part des fans. On peut dire, ouais, moi je l'aurais pas mis elle dans le top 5, j'aurais plutôt mis machin ou pris ma telle joueuse, j'entends. Mais le principe de pondération va faire que des joueuses qui sont peut-être actuellement mal classées, qui sont 15e, 20e, 25e, vous avez donné des noms et je suis totalement d'accord avec vous, ces noms-là, ça va remonter.
ça va remonter. Ça va peut-être déjà remonter avec la suite des votes des fans, hein, parce que c'est pas Bien complètement sûr. terminé. Et ensuite, voilà, les médias et les joueuses, je pense, vont permettre de pouvoir pondérer tout ça. On a vu en NBA, on a eu des années où tu avais des joueurs qui sortaient de nulle part, il y avait des hypes incroyables parce qu'il y avait toute une audience publique qui votait pour Ouais. ce joueur-là, et finalement, il n'était pas dans le All-Star Game parce qu'il y avait la pondération des médias et des joueurs. Donc, j'attends de voir, mais je suis moins choqué que vous parce que je pense que tout cela va se tasser avec l'intégralité des votes. On Et aussi, il l'espère, hein. faut rappeler que les joueuses de Team USA formeront, elles, une équipe Mmh. qui jouera contre une équipe de All-Star. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un peu plus de place pour, dans l'équipe All-Star, puisqu'il y en Ouais. aura au moins 10 joueuses. Là, il y a 10 joueuses dans le top 30 qui font partie de Team USA. Mmh. Et donc, il y aura un peu plus de place et on verra un peu plus de monde sur ce match. OK. Tu avais un dernier élément, Tom, sur le All-Star ou à rajouter ou pas? Ouais, ouais, bah, Ouais? écoute, un dernier élément qu'a très bien soulevé Elliot en off, l'absence de Diana Taurasi. Là, on sait qu'elle sera présente pour les JO, pour, ce qui devrait normalement être ses dernières JO et sa tournée un petit peu d'adieu. Mmh. Là, on sait que, par exemple, tu vois, pour faire la comparaison chez les messieurs, on aime bien rendre hommage aux icônes, en leur offrant ce ticket de All-Star. Ouais. Peut-être que Diana aurait pu obtenir aussi ce ticket, un petit peu iconique, un petit peu légendaire, mais bon, la OK. ligue est tellement fournie de joueuses, très, très fortes et très, très Ouais. douées que c'est pas non plus un scandale. Mmh. Voilà, c'est Bon pas ça après, qui me cho on va dire que c'est pas ça qui me choque le plus. elle aura peut-être, alors je sais pas comment ça fonctionne exactement, c'était différent de la NBA, il y aura peut-être une petite wild card ou toi quelque chose aussi qui lui sera proposé. On Bah, sait de que toute ça a façon, été elle sera dans la Team USA déjà. voilà, ouais, et on sait qu'en NB il l'avait fait, 1 année ou 2 dans le All-Star NBA, non? Ils avaient pas fait une wild card pour, je crois que c'était Dwayne Wade ou des choses comme Mais ça, je crois que c'est Possible. Kobe je crois que c'est Kobe si je dis pas de bêtises, hein. Son dernier ça All-Star en 2016, je crois que c'est une wildcard. bon, à vérifier, mais j'avais déjà entendu parler de wild card aussi, donc à voir comment ce sera fait pour la WNBA. Mais bon, en tout cas, voilà, le premier retour des votes, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est sujet à débat, c'est intéressant, mais on va attendre d'avoir un nouveau retour de la part de la ligue pour voir un petit peu comment si les écarts se creusent Mmh. ou si tout ça se met un petit peu en ordre de bataille. Allez, on va Absolument. enchaîner, messieurs, avec la suite de notre preview et on va se projeter maintenant sur la fin de semaine, le week-end, comme on aime faire à chaque fois dans l'émission, avec les différentes affiches à suivre, histoire que vous mettiez quelques petites alertes sur votre téléphone pour vous dire ah tiens, ce match-là, il peut être intéressant, celui-là, je vais pas le rater. Il y a encore une fois des affiches avec des horaires totalement respectables, en particulier dimanche, on va vous en parler. Tiens, Tom, on y va si tu veux. Premier match qu'on a noté, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ça, ce sera un match à suivre, sur Prime Video, à 1 heure du matin entre Vegas et Chicago. Bah, écoute, on en a un petit peu parlé en début de pod, mais Vegas commence à se mettre en place avec le retour de Chelsea Gray notamment. Reste sur 2 victoires cette semaine, et qui affrontera un Sky, aussi en forme, j'ai envie de te dire, qui a battu le Fever dans le choc des rookies et qui montre de belles choses. Le duo de rookies Cardozo-Riz à l'intérieur fait vraiment du bon taf et on sent qu'il y a un développement qui se met en place petit à petit. Vegas a pour objectif d'aller chercher l'avantage du terrain, pour les playoffs. Chicago a pour objectif de se qualifier en playoffs. Donc voilà, écoute, ce sera un match intéressant à suivre. Des jeunes joueuses, il va y avoir une pace assez rapide, donc vraiment un match qui sera normalement agréable à regarder. Bon, très bien. En plus, voilà, horaire respectable par rapport au prochain qui a lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Elliott, on bascule à l'ouest, donc avec un horaire plus tardif pour nous. Ouais, exactement. Comme souvent pour les matchs à Phoenix, hein, comme en NBA, c'est 4 heures du matin, dans la nuit de vendredi samedi, tu l'as dit. Et c'est Los Angeles qui se déplace à Phoenix. Mm. Los Angeles, la deuxième pire attaque de la ligue, qui a aussi perdu Cameron Brink sur blessure. Ça, on en a fait un article, mais on n'en avait peut-être pas parlé dans le pod, parce que donc rupture des ligaments croisés, tout simplement.
et donc elle aussi qui va perdre son rêve olympique. On en reparlera tout à l'heure. Et Phoenix qui est en 6 victoires et 2 défaites à domicile. Phoenix à domicile, ça marque beaucoup. Ils sont très très adroits avec Taurasi, Cooper, Beck Allen et le retour de Brittney Griner il y a maintenant 2 semaines qui fait énormément de bien. Je pense que Phoenix va prendre ce match assez facilement. Bon, oui, en tout cas, ça semble être la direction que ça va prendre. On en parlait dans le classement, les Sparks qui sont assez bas. Il y a un delta maintenant Mm. dans le bas du classement. Sur les matchs du week-end, les gars, on peut commencer. Alors, on a pris les matchs de samedi parce qu'on est vraiment sur des horaires intéressants. Dimanche. Dimanche, pardon, oui, samedi, non, c'était le réflexe. Non, dimanche, il y a des matchs intéressants. Vous pouvez faire alors, j'allais dire un double header, oui, mais vous pouvez même faire un triple. Je ne sais pas si ça se dit. Non, on ne dit pas triple header, du coup. Je crois pas. Non, je crois pas non plus, mais bon, vous pouvez vous faire une belle fournée de matchs WNBA à partir de 19h dimanche. Ouais, et puis comme la semaine dernière, où il y avait, bon, ça c'était pas très bien joué de la part de la WNBA, il y avait, je crois, 3 matchs à la Ouais, même heure, dimanche ça. soir dernier. Là, il y en aura un à 19h et 2 à 21h. Celui de 19h, c'est le même que dimanche dernier. C'est Atlanta qui se déplace à New York. C'était dimanche dernier, c'était New York qui se déplaçait à Atlanta avec une large victoire du Liberty 96-75. Atlanta, pire attaque de la ligue. Ça va être encore, je pense, une formalité pour le Liberty qui ne s'arrête pas de gagner en ce moment. Et puis, je te laisse nous présenter les 2 autres, Tom. Bah écoute, ouais, on a déjà parlé de belles affiches, mais dimanche, nous qui sommes maintenant privés de NBA, on aura quand même le droit à 2 matchs à suivre sur des horaires plus que respectables. À 19h d'abord sur beIN Sport, le Atlanta-New York, et à 21h un Minnesota-Chicago et un Indiana-Phoenix, une double confrontation. Donc ces rencontres de 21h seront vraiment cool. On a parlé un petit peu de Chicago déjà. On sait que, comme on l'a vu, on en a parlé aussi en début de podcast, la bataille contre Indiana pour la qualification en playoff sera intense. Ouais. Et puis, on n'a pas du tout parlé de Phoenix, mais Phoenix est à l'équilibre et Phoenix a montré de belles choses aussi sur ces dernières semaines de compétition. Donc, on suivra de près et puis ce sera le retour des nouvelles championnes de la Commissioners Cup sur les parquets. Donc, on suivra ça de près contre Chicago. Chicago qui a un programme compliqué. Hein. C'est ça. Là, enchaîner Vegas, Minnesota, il peut y avoir des choses qui vont se décanter pour les playoffs là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Bon, alors en tout cas, Tom doit être dans une faille spatio-temporelle parce que tu nous as dit qu'on n'avait pas du tout parlé de Phoenix. Elliot en avait parlé 2 minutes avant, mais c'est pas grave. Non, mais je suis encore sur mon match de cette nuit, les amis. Hein. Je me suis pas remis de la défaite Ah, du t'es Liberty. sur ta déception. Voilà, clairement. Bah oui. Vous me faites souffrir en plus depuis le début du podcast de façon volontaire, c'est pas sympa, quoi. Non. N'hésite pas à envoyer un message à Sab pour Bien sûr. lui dire. C'est fait. Avec le décalage horaire, elle a peut-être pas encore répondu. Elle a pas encore répondu. Bah, tu tiendras au courant les auditeurs, auditrices dès que tu as une réponse. Hein. On Avec fera plaisir. une émission spéciale, évidemment. Exactement. On va terminer, les gars, avec la petite info en plus, là, notre petit bonbon pour clôturer le podcast. Et t'en parlais, Elliot, il y a quelques instants, vu que je t'écoute, autour de l'absence de Cameron Brink pour les Jeux Olympiques, avec cette grosse blessure, cette terrible blessure qu'elle a eue il y a quelques jours. Donc, du coup, elle était prévue, on en avait parlé. On avait fait un gros focus sur les teams américaines pour les JO, le 5-5 et le 3-3. Cameron Brink faisait partie de l'équipe américaine pour le 3-3. Malheureusement, du coup, pour elle ne participera pas aux Jeux de Paris 2024. C'est ça, c'est Dearica Mb, sa coéquipière qui va la remplacer. Et puis, donc, elles ont déjà fait un training, les 4 joueuses, donc Hailey Van Leaf, Ryan Howard, Sierra Burdick et Dearica Mb. Elle qui joue actuellement à Los Angeles, pardon, et qui était notamment, qui a fait un peu du 3-3 sur les années précédentes, et notamment dans l'équipe qui a remporté l'America Cup 2023, dont elle avait été élue MVP. Et puis en WNBA, c'est une joueuse qu'on connaît bien, solide, une joueuse de la semaine il y a 2-3 semaines, je crois, Ouais, c'est et qui a été également nommée 6e Woman of the Year en 2019 et en 2020 avec les Aces. Ouais, et puis c'est une belle récompense entre guillemets aussi pour le Sparks qui avait une tête d'affiche en la personne du coup de Cameron Brink et qui remplace
cette joueuse par une autre joueuse de l'effectif de LA. Donc c'est aussi agréable, je pense, pour Los Angeles, qui se prépare à vivre une fin de saison compliquée, avec un seul objectif en tête, Paige Baker. Voilà, je l'ai dit. En même temps, c'est sûr que là, avec cette blessure de Cameron, ça annihile un petit peu les quelques espoirs si on avait du côté de Los Angeles. Donc on verra donc comment ça prendra évidemment pour cette équipe américaine sans Cameron Brink pour le 3-3, mais c'est vrai que Derek Embiid a quand même un petit peu d'expérience. Tu en as parlé, Elliot, sur la scène internationale, et sur le 3-3, elle va pas débarquer. Donc je pense je pense que ça n'empêchera pas les Américaines de survoler le tournoi et d'aller récupérer une médaille olympique en tout cas. Donc ce sera à suivre évidemment ce tournoi olympique avec les équipes américaines. Voilà pour notre petite info en plus. On a fait le tour dans ce podcast un petit peu condensé, un petit peu raccourci aujourd'hui. Merci Tom et merci Elliot d'avoir participé. Avec grand plaisir, messieurs, toujours un plaisir de parler de WNBA, même si c'était une journée bien triste pour moi aujourd'hui. le deuil new-yorkais pour notre ami Tom, qu'on retrouvera ce soir, 19h peut-être. Ouais, on va faire pareil. Ce sera un petit peu comme le podcast du jour. On fera un épisode un peu condensé pour revenir sur la victoire du coup de Minnesota. Parce qu'en effet, comme vous le savez, il y a quand même la draft cette nuit. Donc, faut quand même que je me repose, que je fasse ma petite sieste avant de suivre ça en direct. Très bien, très belle passe décisive en tout cas pour le prochain podcast que vous allez pouvoir suivre sur les antennes de The Free Agent. Donc ce sera vendredi, on fera un retour, un débrief sur cette draft NBA, donc qui a lieu sur 2 jours pour la première fois. Premier tour dans la nuit de mercredi à jeudi, donc cette nuit. Second tour la nuit prochaine. Donc on pourra revenir avec toi, Tom. Il y aura Axel également qui devrait être de la partie pour pouvoir parler un petit peu de cette draft NBA, où sont classés nos joueurs français, Rizaché, Sarr et d'autres. Et un petit peu notre avis sur cette draft NBA. Ce sera un des derniers rendez-vous de la saison pour la Ligue masculine. Donc ce sera dès vendredi. Et à partir de la semaine prochaine, on vous proposera toujours du contenu, évidemment, podcast. Donc la WNBA tous les mercredis, ça ne bouge pas, ne vous inquiétez pas. Et vous aurez du contenu un petit peu plus estival qui démarrera la semaine prochaine. Mais vous serez tenu au courant, bien évidemment, on ne vous lâche pas. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne après-midi, une très bonne journée, très bonne fin de semaine selon le moment où vous nous écoutez. Merci encore les gars, on se retrouve la semaine prochaine, Elliot et Tom. En tout cas. Ciao. Tom à vendredi. Et on se retrouve très vite. Allez, bonne journée à vous, ciao. Allez, ciao. Bye bye.